Savez-vous ce qui se passe vraiment dans votre corps après 70 ans? Pas ce que les livres de médecine résument en quelques lignes. Pas ce que votre médecin vous dit en 10 minutes de consultation. Je parle de ce qui se passe profondément, silencieusement, dans chaque cellule, chaque tissu, chaque rythme intérieur. Ce qui arrive et qui surprend même ceux qui ont consacré leur vie à comprendre le corps humain. Je suis psychiatre. J'ai passé des décennies à écouter des hommes et des femmes parler de leur vie intérieure. Et au fil des années, j'ai remarqué quelque chose. Les patients entrent dans la 70e année de leur existence, quelque chose change. Non pas seulement dans leur corps, dans leur façon de se raconter, dans ce qu'ils choisissent de dire, dans ce qu'ils remarquent enfin après des années d'inattention. Et c'est cela qui m'a donné envie de vous parler aujourd'hui. Pas pour vous effrayer, pas pour vous accabler de chiffres et de statistiques, mais pour vous accompagner avec douceur et honnêteté dans cette exploration de ce que le corps vit après 70 ans. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas une liste de problèmes, c'est une carte. Une carte pour mieux comprendre ce que vous traversez ou ce que traverse quelqu'un que vous aimez. Je veux que vous vous sentiez moins seul avec tout cela. Parce que l'un des plus grands drames du vieillissement, ce n'est pas le vieillissement lui-même, c'est le silence qui l'entoure. On n'en parle pas assez. On fait semblant que tout va bien ou au contraire, on tombe dans une forme de catastrophisme. Et entre ces deux extrêmes, il y a un espace que j'aimerais habiter avec vous aujourd'hui. Un espace de vérité tranquille. Alors, installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous poser. Ce que nous allons explorer ensemble demande un peu de disponibilité intérieure. Le corps après 70 ans n'est pas un corps qui se défait. C'est un corps qui se reconfigure. Et cette nuance est essentielle. Parce que la façon dont nous pensons au vieillissement détermine, en grande partie, la façon dont nous le vivons. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, et qui change pourtant tout, le sommeil. Après 70 ans, le sommeil se modifie de manière spectaculaire. Et quand je dis spectaculaire, je ne veux pas dire catastrophique. Je veux dire remarquable, au sens littéral du terme, digne d'être remarqué. La plupart des personnes âgées que je rencontre en consultation me disent la même chose. Elles se réveillent plus tôt. Elles s'endorment plus facilement le soir, parfois trop tôt. Elles se lèvent la nuit 1, 2, 3 fois. Et elles se demandent si quelque chose ne va pas, si elles sont malades, si c'est un signe de déclin. Voici ce que je leur explique et ce que je veux vous expliquer à vous aujourd'hui. L'architecture du sommeil change. Ce n'est pas une panne, c'est une transformation. Chez un adulte jeune, le sommeil est structuré en cycles d'environ 90 minutes. Pendant ces cycles, le cerveau plonge dans des phases de sommeil profond, lent, presque immobile. C'est là que la mémoire se consolide, que les cellules se réparent, que le corps sécrète ses hormones de récupération. Après 70 ans, ces phases de sommeil profond se raccourcissent. Le cerveau passe moins de temps dans les profondeurs. Il reste plus longtemps dans des niveaux de sommeil légers, plus réactifs aux stimuli extérieurs. Un bruit, une lumière, un changement de température. Et il remonte vers l'éveil plus facilement, plus souvent. Ce que cela signifie concrètement, c'est que le sommeil devient moins continu. Mais il ne devient pas moins réparateur pour autant, à condition de ne pas lutter contre lui. C'est là où je vois beaucoup de souffrances inutiles. Des personnes âgées qui se réveillent à 4 heures du matin et qui passent 2 heures à s'angoisser de ne pas dormir. Et cette angoisse, cette résistance épuise plus que le réveil lui-même. Une patiente m'a dit un jour, avec une sagesse qui m'a touché: depuis que j'ai arrêté de me battre contre mon réveil de 5 heures, je me réveille et j'écoute les oiseaux.
et c'est devenu un de mes moments préférés de la journée. Voilà ce que le corps essaie parfois de nous enseigner. Non pas à dormir autrement, mais à vivre différemment les espaces que le sommeil libère. Il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe au niveau de la régulation de la température corporelle pendant le sommeil. Le corps âgé a plus de mal à maintenir une température stable la nuit, d'où ces réveils brusques, parfois accompagnés d'une sensation de chaud ou de froid, d'où aussi cette sensibilité accrue aux variations de la chambre. Une pièce trop chauffée peut perturber profondément un sommeil déjà fragile. Et la lumière. La mélatonine, cette hormone qui régule notre horloge biologique, est produite en moindre quantité après 70 ans. La glande pinéale, qui en est responsable, se modifie avec l'âge, ce qui signifie que l'horloge interne devient moins précise. Elle avance. C'est pourquoi beaucoup de personnes âgées ressentent de la somnolence en début de soirée et s'éveillent aux premières lueurs. Ce n'est pas une anomalie, c'est une adaptation évolutive. Certains chercheurs pensent que ces modifications du sommeil pourraient même avoir une fonction protectrice pour le cerveau âgé, comme si le corps, avec sa sagesse millénaire, cherchait ses propres équilibres. Ce que nous pouvons faire avec cela, accompagner ce rythme plutôt que le combattre, s'exposer à la lumière naturelle le matin, maintenir des horaires réguliers, créer un environnement nocturne calme et frais, et surtout s'accorder la permission de dormir différemment sans en faire un signe de maladie ou de défaillance. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup de mes patients évoquent avec une certaine inquiétude. La mémoire. Après 70 ans, il arrive qu'on entre dans une pièce et qu'on ne sache plus pourquoi, qu'un nom familier reste sur le bout de la langue pendant de longues secondes, qu'on lise une phrase et qu'on doive la relire pour l'absorber. Ces expériences sont presque universelles et elles provoquent une angoisse qui, elle, est parfois plus invalidante que le phénomène lui-même. Il faut comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau âgé, parce que les découvertes des neurosciences des 30 dernières années ont complètement bouleversé notre compréhension du vieillissement cérébral. Pendant longtemps, on a pensé que le cerveau perdait massivement des neurones avec l'âge, que c'était une hémorragie silencieuse, inévitable, irréversible. Cette image était non seulement fausse, elle était dévastatrice, parce qu'elle laissait entendre que vieillir, c'était inéluctablement se vider. Voilà ce que nous savons maintenant. Le cerveau âgé ne perd pas massivement ses neurones. Ce qu'il perd, c'est la vitesse de traitement de l'information. Ce sont les connexions entre certaines zones. Ce sont certaines fonctions liées à la mémoire à court terme et à l'attention divisée. Mais en même temps, il gagne quelque chose. Quelque chose que nous appelons la sagesse cérébrale, la capacité à intégrer des informations complexes, à voir des patterns, à ne pas être déstabilisé par des émotions intenses, à relativiser, à discerner ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Le cerveau après 70 ans est d'une certaine façon un cerveau qui a appris à économiser son énergie pour ce qui compte vraiment. Un neurologue que j'admire beaucoup m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit: le cerveau âgé est comme un vieux sage qui ne court plus, mais qui arrive toujours là où il faut. J'ai un patient, Marcel, 75 ans, ancien ingénieur. Il était terrifié par ce qu'il appelait ses trousses, ces moments où les mots n'arrivaient pas, où les noms disparaissaient. Il est venu me voir en pensant qu'il avait une maladie neurodégénérative. Après une évaluation complète, nous avons constaté que sa mémoire était dans les normes pour son âge. Ce qui avait changé, c'était sa vitesse de récupération des informations. Pas leur présence, pas leur existence, juste la vitesse à laquelle il pouvait y accéder. Et quand il a compris cela, quelque chose s'est déposé en lui, une forme d'acceptation. Il a arrêté de se surveiller avec anxiété.
Et curieusement, en arrêtant de surveiller, les mots sont revenus plus facilement, parce que l'anxiété elle-même est l'une des principales ennemies de la mémoire. Le stress, le cortisol qu'il génère, interfère directement avec la consolidation mémorielle. Un cerveau stressé mémorise moins bien. Un cerveau qui s'inquiète de sa mémoire se souvient moins bien. C'est un paradoxe cruel et très réel. Ce que nous pouvons faire pour accompagner la mémoire après 70 ans, continuer à apprendre. Non pas pour compenser une perte, mais parce que le cerveau, à tout âge, répond à la stimulation. Apprendre une langue, jouer d'un instrument, résoudre des problèmes, lire des textes qui demandent un effort, avoir des conversations profondes et aussi, chose moins évidente, bouger. Parce que l'exercice physique est l'un des stimulants les plus puissants que nous connaissons pour la neuroplasticité. 30 minutes de marche rapide 3 fois par semaine ont des effets mesurables sur le volume de l'hippocampe, cette structure cérébrale centrale dans la formation des souvenirs. Si ce que vous entendez jusqu'à présent vous touche, si vous reconnaissez quelque chose de votre propre expérience ou de celle d'un être cher, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce que c'est ce genre de conversation que j'essaye de maintenir ici. Des conversations vraies, qui respectent votre intelligence et votre sensibilité. Parlons maintenant du cœur et de ce qu'il vit après 70 ans. Le cœur humain bat environ 100 000 fois par jour, 70 fois par minute en moyenne. Sur 70 ans, cela représente environ 36 milliards de battements. C'est un chiffre vertigineux. Et quand on y pense vraiment, c'est un miracle d'endurance que nous portons en nous. Après 70 ans, le cœur se modifie. Les parois du muscle cardiaque peuvent s'épaissir légèrement. Les valves peuvent devenir moins souples. La fréquence cardiaque maximale que le corps peut atteindre lors d'un effort diminue. Et la récupération après l'effort prend plus de temps. Mais voici ce qui surprend les médecins et ce qui devrait nous surprendre tous. La résilience cardiovasculaire d'un cœur qui a été bien entretenu après 70 ans est extraordinaire. Des études menées sur des personnes de plus de 80 ans qui ont pratiqué une activité physique régulière toute leur vie montrent des fonctions cardiaques comparables, dans certains paramètres, à celles de personnes beaucoup plus jeunes. Le cœur répond, le cœur s'adapte. Le cœur, à 70, 80, même 90 ans, peut encore progresser si on lui en donne les moyens. Ce n'est pas une promesse magique. Ce n'est pas dire que tout est possible. C'est dire que le corps humain a une capacité d'adaptation qui dépasse souvent nos attentes les plus optimistes. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le cœur après 70 ans, et cette fois je parle du cœur métaphorique autant que du cœur biologique. Les personnes âgées que j'ai accompagnées m'ont souvent dit qu'elles ressentaient les émotions différemment. Pas moins intensément, différemment. Les émotions positives semblent prendre plus de place. La gratitude, la tendresse, la beauté des petites choses. Les émotions négatives persistent moins longtemps. Le rancœur s'estompe. Les vieilles blessures perdent de leur acuité. Ce n'est pas une anesthésie émotionnelle, c'est une maturation, une forme de sagesse affective que les neuroscientifiques ont commencé à documenter sérieusement. On appelle cela parfois le biais de positivité lié à l'âge. Le cerveau âgé, en particulier l'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, semble traiter préférentiellement les informations positives plutôt que les négatives. Comme si, après 70 ans, le cerveau avait compris une chose que les jeunes esprits mettent si longtemps à apprendre, que la vie est trop précieuse pour être donnée en priorité à ce qui fait mal. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose que les gens évoquent rarement publiquement, mais qui pèse beaucoup dans la vie quotidienne après 70 ans. Les articulations et la douleur. La douleur articulaire chronique
touche une proportion considérable de personnes de plus de 70 ans. L'arthrose, cette usure progressive du cartilage, est presque universelle à des degrés variables. Et pourtant, ce qui se passe avec la douleur après 70 ans est beaucoup plus nuancé qu'on ne le croit généralement. D'abord, il y a quelque chose de contre-intuitif. La perception de la douleur aiguë peut diminuer avec l'âge. Le seuil de détection d'une douleur intense tend à s'élever, ce qui signifie que certaines personnes âgées peuvent avoir des pathologies sérieuses sans en ressentir l'intensité douloureuse habituelle. C'est une donnée médicale importante qui explique parfois pourquoi certaines urgences sont diagnostiquées tardivement chez les personnes âgées. Mais la douleur chronique, elle, fonctionne différemment. Elle peut devenir plus persistante, plus difficile à moduler, parce que les systèmes d'inhibition centrale de la douleur, ces mécanismes par lesquels le cerveau atténue naturellement les signaux douloureux, peuvent s'affaiblir avec l'âge. Ce que cela signifie pour la vie quotidienne, une douleur qui accompagne. Une douleur avec laquelle on apprend à composer, à trouver des espaces de liberté. J'ai une patiente, Geneviève, 78 ans, qui souffre d'arthrose des genoux depuis une dizaine d'années. Quand elle est venue me consulter, elle me décrivait sa vie comme réduite à sa douleur. Chaque journée était organisée autour d'elle. Chaque projet était filtré par elle. Nous avons travaillé ensemble, non pas pour supprimer sa douleur, parce que cela n'était pas possible, mais pour modifier sa relation à cette douleur, pour qu'elle cesse d'être l'organisatrice de sa vie et devienne une présence avec laquelle elle pouvait coexister. Geneviève m'a dit quelque chose de beau après plusieurs mois de travail. Elle m'a dit « Je ne souffre pas moins, mais je vis plus ». Cette phrase contient une sagesse immense, parce qu'il y a une différence entre souffrir et être défini par la souffrance. Et cette différence, qui est d'abord psychologique, a des conséquences physiques réelles, parce que l'anxiété et la rumination amplifient la douleur chronique de manière mesurable. Les approches de pleine conscience, les pratiques de relaxation, le maintien d'une activité sociale et physique adaptée, tout cela a des effets documentés sur la perception de la douleur chronique chez les personnes âgées. Pas des effets magiques, des effets réels, modestes parfois, mais réels. Parlons maintenant de quelque chose que les médecins eux-mêmes trouvent fascinant et encore partiellement mystérieux. Le microbiome intestinal après 70 ans. Le microbiome, c'est cet écosystème de milliards de bactéries, de virus, de champignons qui vivent dans notre intestin. On dit souvent que c'est notre deuxième cerveau. Et après 70 ans, cet écosystème connaît des transformations profondes qui étonnent les chercheurs. La diversité du microbiome tend à diminuer avec l'âge. Les populations bactériennes se modifient. Certaines espèces bénéfiques deviennent moins représentées. Et cette modification du microbiome est associée à toute une série de changements dans l'organisme. Des modifications du système immunitaire, des changements dans la synthèse de certaines vitamines, des altérations dans la production de neurotransmetteurs. Parce que oui, l'intestin produit des neurotransmetteurs. La sérotonine, ce neurotransmetteur du bien-être dont on parle souvent dans le contexte de la dépression, est produite à plus de 90% dans l'intestin. Ce qui veut dire que l'état de notre microbiome a une influence directe sur notre humeur, notre niveau d'énergie, notre capacité à ressentir du plaisir. Ce que la science commence à comprendre, c'est que certains des changements de l'humeur associés au vieillissement pourraient être partiellement liés à ces modifications du microbiome. Pas entièrement. La vie psychique est bien trop complexe pour être réduite à une question bactérienne. Mais partiellement. Et ce qui est encourageant, c'est que le microbiome
est l'un des systèmes biologiques les plus réactifs aux interventions extérieures. L'alimentation a une influence spectaculaire sur la composition du microbiome, et ce, à tout âge. Une alimentation riche en fibres, en légumes fermentés, en légumineuses, peut modifier significativement la composition du microbiome en quelques semaines. Je trouve cette idée profondément réjouissante. L'idée que notre assiette parle à nos milliards de locataires intérieurs et que ces conversations influencent notre humeur, notre énergie, notre façon d'être au monde. Après 70 ans, prendre soin de son microbiome n'est pas un luxe. C'est l'un des gestes les plus concrets et les plus accessibles que nous puissions faire pour notre santé globale. Si jusqu'ici quelque chose dans ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir ou vous a donné envie d'en savoir plus, prenez un moment pour vous abonner. C'est une façon simple de continuer à recevoir ces conversations qui, j'espère, vous accompagnent dans votre vie quotidienne. Abordons maintenant un territoire qui me tient particulièrement à cœur en tant que psychiatre, la santé mentale et émotionnelle après 70 ans. On parle beaucoup du corps qui vieillit. On parle peu de ce qui se passe dans l'esprit. Et pourtant, les transformations psychologiques qui accompagnent la 7e décennie et les suivantes sont d'une richesse et d'une complexité remarquables. La dépression chez les personnes âgées est l'une des pathologies les plus sous-diagnostiquées et les moins traitées que je connaisse. Et c'est un scandale silencieux, parce que beaucoup de médecins, beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées elles-mêmes pensent que la tristesse, le repli, la perte de plaisir font naturellement partie du vieillissement, qu'il est normal d'être moins joyeux quand on est vieux. Ce n'est pas vrai. La dépression après 70 ans n'est pas plus naturelle qu'à 30 ans. Elle est une souffrance qui mérite d'être reconnue et soignée. Et elle se soigne, parfois très bien. Mais je veux aussi parler de quelque chose de moins clinique, de plus universel. Je veux parler du travail psychologique particulier que demande la vieillesse. Après 70 ans, on est confronté à des pertes. Perte de capacité physique, perte d'amis, de proches. Parfois perte du conjoint, perte de certains rôles sociaux, perte d'une image de soi qui était familière et rassurante. Et ces pertes demandent un travail de deuil, un vrai travail de deuil. Pas spectaculaire, souvent silencieux, mais réel. Le psychologue Erik Erikson a décrit ce qu'il appelait le 8e stade du développement humain, le stade de la vieillesse qu'il caractérisait par une tension entre l'intégrité et le désespoir. L'intégrité, c'est la capacité à regarder sa vie en arrière avec un sentiment de complétude, même imparfaite. De se dire « j'ai vécu ma vie, elle avait du sens, elle était à moi ». Le désespoir, c'est l'inverse. Le sentiment qu'il était trop tard pour changer, que la vie n'a pas eu le sens qu'on espérait, que le temps a été gâché. Et ce qui est frappant dans la clinique, c'est que cette tension n'est pas résolue une fois pour toutes. Elle se rejoue régulièrement, dans les moments difficiles, dans les nuits sans sommeil, dans les anniversaires, dans les bilans que nous dressons inévitablement. Ce que j'ai vu chez les patients qui traversent ce stade avec le plus de grâce, c'est une capacité que je n'arrive pas autrement à appeler que la réconciliation. La réconciliation avec leur propre histoire, avec leurs choix, avec leurs erreurs, avec les choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils auraient voulu faire. Cette réconciliation n'est pas une résignation. Ce n'est pas dire « tout était bien, rien n'aurait pu être différent ». C'est dire « c'était ma vie », avec ses lumières et ses ombres, et elle mérite d'être regardée avec douceur. Un patient m'a dit un jour, avec une émotion contenue qui m'a profondément ému. J'ai mis 75 ans à apprendre à être gentil avec moi-même. Je regrette de ne pas l'avoir appris plus tôt, mais je suis tellement soulagé d'avoir fini par l'apprendre. Il n'est jamais trop tard, vraiment. C'est une de ces vérités que la thérapie confirme constamment.
Parlons maintenant de quelque chose que les médecins commencent seulement à comprendre vraiment. Le lien entre l'isolement social et la santé physique après 70 ans. Pendant des décennies, on a traité l'isolement social comme un problème psychologique, émotionnel, quelque chose qui rendait triste, qui déprimait, mais pas quelque chose qui avait des conséquences biologiques directes sur le corps. Les recherches des 20 dernières années ont bouleversé cette vision. L'isolement social, après 70 ans, est maintenant reconnu comme un facteur de risque physique majeur, comparable en termes d'impact sur la mortalité à 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes par jour. Prenez le temps de laisser ce chiffre résonner. L'isolement active le système immunitaire de manière inappropriée. Il augmente les marqueurs de l'inflammation chronique. Il perturbe le sommeil. Il affecte la régulation hormonale. Il accélère certains processus de vieillissement cellulaire. Le corps humain est un être social dans sa biologie même. Il n'a pas été conçu pour fonctionner seul. Et quand il se retrouve seul, il réagit comme à une menace. Parce que pour nos ancêtres, l'exclusion du groupe équivalait à la mort. Ce n'est pas seulement une question de compagnie, c'est une question de connexion, de sentiment d'être vu, reconnu, important pour quelqu'un. J'ai eu un patient, Robert, 72 ans, veuf depuis 2 ans, qui s'était progressivement retiré du monde après la mort de sa femme. Il ne sortait presque plus, il ne répondait plus au téléphone, il mangeait à peine. Physiquement, il s'était mis à décliner rapidement. Sa tension artérielle était déséquilibrée malgré les médicaments. Il attrapait chaque infection. Il avait vieilli visiblement de 10 ans en 2 ans. Quand nous avons travaillé ensemble sur ce retrait, quand il a progressivement réappris à s'ouvrir aux autres, d'abord un seul ami, puis un groupe de retraités qui marchaient ensemble le matin, quelque chose dans son corps a changé. Pas spectaculairement, pas immédiatement, mais réellement. Son médecin traitant m'a appelé, surpris, pour me dire que ses marqueurs biologiques s'étaient améliorés sans modification de traitement. Qu'est-ce que vous lui avez fait m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu, nous lui avons redonné des raisons de sortir le matin. La connexion sociale soigne le corps. Ce n'est plus une métaphore. C'est une réalité biologique documentée. Si ce que vous entendez vous touche, si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui vit dans l'isolement, partagez cet épisode avec lui. Ce geste simple pourrait faire plus que vous ne le pensez. Continuons avec quelque chose d'aussi essentiel, la peau, et ce qu'elle raconte après 70 ans. La peau est l'organe le plus visible du vieillissement. C'est elle que les autres voient. C'est elle qui nous confronte chaque matin dans le miroir à notre propre transformation. Et ce rapport à notre peau vieillie est chargé d'une ambivalence que je rencontre souvent en consultation. Biologiquement, après 70 ans, la peau s'amincit. Elle perd de l'élasticité parce que la production de collagène et d'élastine diminue. Elle devient plus sèche parce que les glandes sébacées et sudoripares sont moins actives. Elle est plus fragile aux blessures et guérit plus lentement. La cicatrisation après 70 ans est un processus particulièrement intéressant. Les mécanismes de réparation cellulaire sont moins rapides, moins efficaces. Une coupure qui mettait quelques jours à guérir peut prendre plusieurs semaines. Ce n'est pas une panne du système. C'est le même système, avec moins d'énergie à consacrer à la vitesse. Mais voici ce que je veux surtout vous dire sur la peau. Sur le rapport psychologique à la peau qui vieillit. Dans notre société, le vieillissement visible est traité comme une honte, quelque chose à masquer, à corriger, à retarder. Les industries cosmétiques et chirurgicales ont construit des empires sur cette honte. Et beaucoup de personnes âgées arrivent avec une blessure de soi que leur propre visage leur inflige chaque matin. J'ai une patiente, Claudine, 73 ans, ancienne enseignante,
une femme d'une intelligence et d'une vivacité remarquables. Elle est arrivée en consultation avec ce qu'elle décrivait comme une dépression liée à son vieillissement. En l'écoutant, j'ai compris que ce qui la blessait n'était pas tant les rides, c'était le regard des autres qu'elle imaginait sur elle. Cette certitude d'être devenue invisible, insignifiante, parce qu'elle n'était plus jeune. Nous avons travaillé longtemps sur cela, sur cette distinction fondamentale entre ce que son corps était réellement et ce qu'elle croyait que les autres voyaient. Sur l'idée que la beauté n'est pas une propriété de la jeunesse, mais une qualité qui peut habiter n'importe quel âge quand elle vient de l'intérieur. Un jour, elle m'a apporté une photo d'elle à 30 ans et une photo récente. « Laquelle préférez-vous » m'a-t-elle demandé. Je lui ai répondu honnêtement. La récente, parce que dans cette photo, il y a quelqu'un. Elle a ri, et dans ce rire, j'ai entendu quelque chose se dénouer. Voilà ce que le vieillissement peut faire à notre visage. Il peut lui donner de la présence, pas malgré le temps, à cause du temps. Parlons maintenant de quelque chose que peu de médecins abordent frontalement avec leurs patients âgés. La sexualité après 70 ans. Je le dis d'emblée parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être une légère résistance à aborder ce sujet. Mais la sexualité est une dimension de la vie humaine qui ne s'éteint pas magiquement à 70 ans. Elle se transforme, comme tant d'autres choses. Biologiquement, chez les femmes, la ménopause a depuis longtemps modifié les hormones sexuelles. Après 70 ans, les effets peuvent inclure une sécheresse vaginale, une modification de la sensibilité, un temps d'excitation plus long. Chez les hommes, la production de testostérone diminue progressivement depuis la cinquantaine. Les érections peuvent être moins fermes, moins spontanées. Le temps de récupération après un rapport peut s'allonger. Tout cela est réel. Et tout cela peut être vécu comme une perte douloureuse si on la compare à la jeunesse. Mais voici ce que j'observe dans la pratique clinique. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans décrivent une vie intime plus riche émotionnellement qu'à aucun autre moment de leur vie. Plus de tendresse, plus de présence réelle à l'autre, moins de performance, moins de pression, moins de compétition implicite. Une intimité qui ressemble davantage à un dialogue qu'à une démonstration. La sexualité après 70 ans, quand elle existe, tend à se recentrer sur le plaisir partagé, sur la connexion, sur le toucher dans ce qu'il a de plus fondamentalement humain. Ce n'est pas une consolation de second ordre, c'est souvent une forme supérieure d'intimité. Et pour ceux qui vivent seuls, qui n'ont pas de partenaire, je veux dire ceci. Le désir d'intimité physique et émotionnelle après 70 ans est légitime et normal. Il ne faut pas en avoir honte. Et il existe des façons d'honorer ce besoin, que ce soit à travers des relations nouvelles, à travers le toucher thérapeutique, à travers une attention renouvelée à son propre corps. Si ce contenu vous aide à vous sentir moins seul avec des questions que vous vous posiez peut-être en silence, pensez à vous abonner et à liker cet épisode. Votre soutien me permet de continuer à produire ce genre de conversations importantes. Abordons maintenant un sujet que je trouve fascinant d'un point de vue neurologique. Les sens après 70 ans. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces 5 fenêtres sur le monde se modifient tout après 70 ans, chacune à sa façon, avec ses conséquences propres sur la qualité de vie et sur le rapport au monde. La vue d'abord. La presbytie, cette difficulté à accommoder pour la vision de près, est presque universelle après 60 ans. Mais après 70 ans, d'autres modifications s'ajoutent. Le cristallin jaunit progressivement, modifiant la perception des couleurs. Le bleu et le violet sont moins bien distingués. Les contrastes sont moins nets. La vision nocturne se dégrade. Et la sensibilité à l'éblouissement augmente. Tout cela modifie la façon dont le monde est perçu visuellement.
Les couleurs semblent parfois moins vives. Les visages dans la pénombre sont plus difficiles à identifier. Ce n'est seulement un problème pratique. C'est une modification du rapport esthétique au monde. L'ouïe ensuite. La presbyacousie, la perte progressive de l'audition des hautes fréquences liées à l'âge, touche une large majorité des personnes de plus de 65 ans. Et ses conséquences psychologiques et sociales sont souvent sous-estimées. Quand on entend mal, on comprend moins dans les conversations de groupe. On rate des informations. On se retrouve à sourire poliment sans avoir compris ce qu'on vient d'entendre. Et progressivement, on peut se retirer de situations sociales qui étaient auparavant source de plaisir. L'isolement auditif conduit souvent à l'isolement social. Et nous avons déjà parlé des conséquences de l'isolement social sur le corps et l'esprit. Ce que je veux dire ici, c'est que la correction de la perte auditive par des appareils auditifs ou d'autres moyens n'est pas un luxe, c'est un investissement dans la qualité de vie, dans la santé mentale, dans la connexion sociale. Et pourtant, une proportion considérable de personnes qui auraient besoin d'appareils auditifs n'en portent pas, soit par honte, soit parce qu'elles n'ont pas réalisé l'étendue de leur perte, soit pour des raisons économiques. L'odorat et le goût sont souvent les parents pauvres de cette conversation, mais ils méritent notre attention. Après 70 ans, la sensibilité olfactive tend à diminuer. Plusieurs milliers de récepteurs olfactifs se perdent progressivement. Et comme le goût est très largement dépendant de l'odorat, la perception des saveurs s'émousse aussi. Les conséquences sont multiples. La nourriture peut sembler moins goûteuse, ce qui peut mener à une alimentation moins variée, moins appétissante, avec des risques nutritionnels réels. La capacité à détecter les aliments avariés diminue, ce qui représente un risque pour la sécurité alimentaire. Mais il y a quelque chose d'autre, de plus subtil. L'odorat est le sens le plus directement connecté à la mémoire émotionnelle. L'odeur d'un plat d'enfance peut faire remonter des souvenirs avec une intensité que rien d'autre n'égale. Quand cet odorat s'émousse, c'est aussi une porte sur le passé qui se ferme doucement. Ce n'est pas sans mélancolie. Et je pense qu'il est important de ne pas nier cette mélancolie. Le deuil des sens est réel. Il mérite d'être reconnu, nommé, accompagné. Mais il y a aussi une autre façon de le vivre. Certains de mes patients m'ont décrit comment, avec le déclin de certains sens, d'autres avaient pris plus de place, comme si la conscience se redistribuait. Le toucher parfois, l'attention aux sons graves, la sensibilité au mouvement d'air, une présence différente au monde, pas nécessairement moins riche, juste différente. L'acceptation de cette différence est au cœur, je crois, de ce qu'on peut appeler le vieillissement réussi. Non pas l'absence de perte, mais la capacité à habiter les transformations plutôt qu'à les combattre. Passons maintenant à un territoire médical qui surprend vraiment les chercheurs, les os et les muscles après 70 ans. La sarcopénie, c'est le nom médical de la perte musculaire liée à l'âge. Après 60 ans, nous perdons en moyenne entre 1 et 2% de notre masse musculaire chaque année. Et cette perte s'accélère après 70 ans si aucune intervention n'est mise en place. Ce que cela signifie concrètement, une diminution de la force, une réduction de la capacité à accomplir des tâches qui semblaient naturelles. Monter des escaliers, porter des courses, se lever d'une chaise sans s'aider des bras. Mais ce qui surprend les médecins, c'est la plasticité qui subsiste. Des études ont montré que des personnes de 80, 85, même 90 ans, soumises à des programmes d'exercice de résistance appropriés, peuvent augmenter leur masse musculaire de manière significative, en quelques mois seulement. Je veux vous laisser le temps de se laisser cela résonner. 90 ans, augmentation de masse musculaire. En quelques mois, le corps humain, âgé, n'est pas une machine figée dans son déclin.
Il est encore capable de croissance quand on lui en donne les conditions. Pour les os, c'est une histoire similaire. L'ostéoporose, cette fragilisation du tissu osseux, touche une proportion importante de personnes après 70 ans, en particulier les femmes. Les fractures qu'elle entraîne, notamment les fractures de la hanche, peuvent être des événements de vie majeurs, potentiellement invalidants. Mais l'os n'est pas inerte. Il est constamment remodelé. Des cellules détruisent l'os ancien, des cellules construisent de l'os nouveau. Cet équilibre se déplace avec l'âge vers plus de destruction que de construction. Mais cet équilibre répond à des stimuli. L'exercice mécanique, la mise en charge des os, stimule la production de nouvel os. La vitamine D, le calcium, certains médicaments peuvent modifier cet équilibre. Ce que je veux vous transmettre, c'est cette idée fondamentale. Le corps après 70 ans n'est pas passif. Il est réactif. Il attend qu'on lui parle, qu'on l'engage, qu'on lui donne des raisons de se mobiliser. Je pense à un patient, Henri, 69 ans, quand il est venu me consulter pour la première fois. Il était en pré-retraite, sédentaire depuis des années, et sa sarcopénie était déjà visible. Il marchait avec une légère instabilité. Sa poignée de main était faible. Il avait perdu confiance en son corps. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs fronts. Psychologiquement sur sa résistance à l'exercice qui était liée à une peur de tomber, elle-même liée à un incident antérieur. Et progressivement, avec l'aide d'un kinésithérapeute, il a repris une activité physique, d'abord très douce, puis progressivement plus soutenue. 2 ans plus tard, Henri marchait 6 kilomètres chaque matin. Il avait repris le jardinage. Il m'a dit quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier. Pour la première fois depuis 10 ans, j'ai l'impression de réhabiter mon corps. Réhabiter son corps. C'est une formulation extraordinaire pour quelqu'un qui n'avait aucune formation psychologique, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. Le vieillissement peut être accompagné d'une forme de dissociation, de distanciation par rapport au corps, comme si le corps devenait un fardeau dont on se méfie plutôt qu'un home où on vit. Et réapprendre à habiter son corps, à lui faire confiance, à l'engager dans le mouvement, c'est l'un des actes thérapeutiques les plus puissants que je connaisse pour les personnes de plus de 70 ans. Si ce que vous entendez vous inspire, si vous souhaitez continuer à recevoir ces explorations sur le corps, l'esprit et la façon de bien vieillir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Abordons maintenant quelque chose que les chercheurs ont commencé à comprendre seulement récemment et qui change profondément notre vision du vieillissement. Le vieillissement cellulaire est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. Dans chaque cellule de votre corps se trouvent les chromosomes, ces structures qui portent votre information génétique. Et au bout de chaque chromosome, il y a ce qu'on appelle des télomères. Imaginez-les comme les petits embouts plastiques au bout des lacets de chaussures. Ils protègent l'extrémité du chromosome. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent légèrement. Et quand ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser. Elle entre dans un état qu'on appelle la sénescence. Elle n'est pas morte, mais elle ne fonctionne plus normalement et elle peut même perturber le fonctionnement des cellules voisines en sécrétant des molécules inflammatoires. L'accumulation de ces cellules sénescentes dans les tissus est l'une des théories actuelles les plus sérieuses du vieillissement. Et ce qui surprend les chercheurs, c'est que ces cellules sénescentes s'accumulent de façon particulièrement importante après 70 ans. Mais voici ce qui est vraiment étonnant. Le rythme du raccourcissement des télomères n'est pas uniforme. Il varie d'une personne à l'autre de façon considérable. Et ce rythme est influencé par des facteurs que nous commençons à identifier.
Le stress chronique accélère le raccourcissement des télomères. L'inflammation chronique aussi, la sédentarité également. À l'inverse, l'exercice physique régulier est associé à des télomères plus longs. La méditation aussi dans certaines études. Une alimentation anti-inflammatoire. Des relations sociales de qualité. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité biologique mesurable. Nos modes de vie parlent à nos cellules. Ils influencent la vitesse à laquelle nous vieillissons au niveau le plus fondamental, celui de l'ADN. Je trouve cela à la fois humiliant et libérateur. Humiliant parce que cela nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre biologie. Libérateur parce que cela nous dit que nous avons quand même un rôle à jouer, que nos choix quotidiens ont des conséquences réelles à l'échelle cellulaire. Et si vous avez 70 ans, 75 ans, 80 ans, et que vous pensez qu'il est trop tard pour que vos choix fassent une différence, voici ce que la science répond. Il n'est jamais trop tard. La biologie cellulaire est plus réactive, plus plastique que nous ne le pensions. Et chaque jour où vous choisissez de marcher plutôt que de rester assis, de manger des légumes plutôt que de la junk food, de cultiver vos relations sociales plutôt que de vous isoler, chaque jour vous parlez à vos cellules dans un langage qu'elles comprennent. Parlons maintenant d'un sujet délicat mais fondamental, la mort et le rapport à la mort après 70 ans. Je sais que ce mot peut créer de la résistance, une envie de changer de sujet, de penser à autre chose. Et en même temps, je crois profondément que l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes âgées souffrent inutilement est précisément parce que la société leur interdit de parler de la mort, de penser à la mort, de préparer la mort. Nous vivons dans une culture qui a fait de la mort un tabou absolu. On ne meurt pas, on s'éteint. On ne parle pas de la mort à table, on n'en parle pas aux enfants, on ne la prépare pas. Et quand elle s'approche, nous sommes souvent dépourvus, sans langage, sans rituel, sans accompagnement. Après 70 ans, la mort est une réalité qui se rapproche. Ce n'est pas une question d'âge. À 20 ans aussi, on peut mourir. Mais statistiquement, biologiquement, la proximité est plus palpable. Et ce que j'observe chez mes patients, c'est que ceux qui ont fait un travail sur leur rapport à la mort, qui ont accepté de la regarder en face, qui ont préparé ce qu'ils voulaient laisser, qui ont eu les conversations difficiles avec leurs proches, ces personnes-là vivent différemment, plus pleinement, moins dans la peur. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle pratiquait ce qu'on appelle la méditation de la mort, la memento mori. Non pas pour se déprimer, mais pour se rappeler à chaque instant le prix de chaque moment vivant. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'acceptation de notre finitude. Quand nous acceptons vraiment que notre temps est limité, que chaque journée est un cadeau, pas une certitude, quelque chose change dans la façon dont nous habitons notre vie. Des patients qui avaient vécu des décennies dans l'anxiété et la planification compulsive m'ont dit, après avoir traversé une maladie grave ou la mort d'un proche, que quelque chose s'était simplifié en eux, que les vraies priorités étaient devenues évidentes, que les petites rancœurs avaient perdu de leur importance. Je ne dis pas qu'il faut attendre la menace de mort pour vivre pleinement. Je dis que la conscience de notre mortalité, si nous l'acceptons sans la fuir, peut être l'un des guides les plus sages de notre existence. Après 70 ans, ce travail prend une dimension particulière, parce que le temps maintenant est clairement compté, pas nécessairement court. Certaines personnes vivront encore 20-25 ans, mais compté. Et cette conscience du comptage peut être vécue comme une angoisse ou comme une invitation à dire ce qu'on n'a pas encore dit, à faire ce qu'on a encore à faire, à réparer ce qui peut encore être réparé, à pardonner, à se laisser pardonner, à témoigner de sa propre vie à ceux qui viennent après. Ce travail-là,
Ce travail de transmission et de réconciliation, je crois qu'il est l'un des plus beaux et des plus importants qu'un être humain puisse accomplir dans la dernière partie de sa vie. Si ce que vous entendez vous accompagne dans cette réflexion, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, ces conversations qu'on n'arrive pas à avoir en face à face peuvent commencer à travers un contenu audio qu'on écoute ensemble. Parlons maintenant d'un aspect du vieillissement qui fascine de plus en plus les gérontologues, la spiritualité et le sens après 70 ans. Je précise d'emblée que je n'utilise pas le mot spiritualité au sens exclusivement religieux. Je l'utilise dans un sens plus large, ce qui donne du sens à une existence, ce qui connecte l'individu à quelque chose de plus grand que lui-même, ce qui répond à la question fondamentale. Pourquoi est-ce que je suis là? Les études sur le bien-être subjectif chez les personnes âgées montrent de façon répétée que le sens de la vie est l'un des prédicteurs les plus forts de la satisfaction de vie après 70 ans, plus encore que la santé physique objective, plus encore que le niveau de revenu. Des personnes ayant des maladies chroniques importantes, des limitations physiques réelles, peuvent avoir un niveau de satisfaction de vie élevé si elles ont un sens fort à leur existence. À l'inverse, des personnes en bonne santé physique peuvent vivre dans un désespoir profond si elles n'ont plus de raison de se lever le matin. Ce qu'on appelle l'ikigai en japonais, cette notion de raison d'être, de ce pourquoi on se lève, est l'un des concepts que j'explique souvent à mes patients âgés. Pas pour leur donner une réponse, mais pour leur proposer une question. Qu'est-ce qui vous rend essentiel? Pas nécessairement à la société au sens large. Peut-être à quelques personnes. Peut-être à un projet. Peut-être à un animal. Peut-être à un jardin. Peut-être à une pratique créative. Un patient de 81 ans, ancien comptable, a commencé à écrire à 80 ans. Des nouvelles courtes autobiographiques. Il ne les publiait pas, il les lisait à ses petits-enfants. Il m'a dit « J'ai rien fait de ma vie qui me semblait vraiment mien. Et maintenant, à 80 ans, j'écris des histoires que mes petits-enfants me demandent. Je me sens utile d'une façon que je n'avais jamais connue. » 80 ans, première expérience de sens profond. Ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est ce que je vois régulièrement. Des personnes qui découvrent, dans la dernière partie de leur vie, une vocation, une passion, une façon d'être utile qu'elles n'avaient jamais trouvée auparavant. Le vieillissement peut être une libération des rôles imposés, des obligations sociales qui avaient structuré toute la vie active. Soudain, il y a du temps, de l'espace. Et la question qui se pose n'est plus qui dois-je être, mais qui suis-je vraiment? Cette question, posée à 70, 75, 80 ans, peut ouvrir des horizons insoupçonnés, parce que la réponse n'est plus contrainte par le regard des parents, des employeurs, des collègues. Elle peut enfin être authentiquement sienne. Abordons maintenant quelque chose de très concret, de très quotidien, qui a des implications profondes sur la qualité de vie après 70 ans, l'alimentation et son rapport au vieillissement. Il existe un paradoxe que les nutritionnistes connaissent bien. Après 70 ans, les besoins énergétiques diminuent. Le métabolisme basal ralentit. On a besoin de moins de calories pour maintenir les fonctions vitales. Mais en même temps, les besoins en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en protéines ne diminuent pas. Ils peuvent même augmenter pour certains d'entre eux, ce qui signifie que l'alimentation après 70 ans doit être à la fois moins calorique et plus dense nutritionnellement. Moins de quantité, plus de qualité. C'est un équilibre subtil. La vitamine D est l'exemple paradigmatique de ce paradoxe. Après 70 ans, la peau produit moins efficacement la vitamine D en réponse à l'exposition solaire. Les reins la convertissent moins efficacement en sa forme active. Et pourtant,
La vitamine D est essentielle pour la santé osseuse, pour le fonctionnement musculaire, pour le système immunitaire, et de plus en plus d'études suggèrent qu'elle joue un rôle dans la santé neurologique. La carence en vitamine D est extrêmement fréquente après 70 ans dans nos pays tempérés. Et c'est l'une des carences les plus faciles à corriger avec une simple supplémentation. Les protéines sont un autre exemple crucial. Le muscle âgé est moins efficace pour synthétiser des protéines musculaires à partir des acides aminés fournis par l'alimentation, ce qu'on appelle la résistance anabolique, ce qui signifie qu'une personne de 70 ans a besoin de davantage de protéines par kilogramme de poids corporel qu'une personne de 30 ans pour maintenir sa masse musculaire. Et pourtant, l'appétit diminue souvent avec l'âge. La sensation de faim est moins vive. Et beaucoup de personnes âgées mangent insuffisamment, en particulier en protéines. La dénutrition chez les personnes âgées est un problème de santé publique majeur dans nos sociétés. Elle passe inaperçue parce qu'elle peut coexister avec un poids normal ou même un surpoids apparent. Mais les muscles fondent en silence, la force diminue, les défenses immunitaires s'affaiblissent. Ce que je veux transmettre, c'est l'importance de faire de l'alimentation une priorité consciente après 70 ans. Non pas une obsession, mais une attention. Se demander régulièrement, est-ce que je mange assez de protéines? Assez de légumes variés? Assez de bonnes graisses? Est-ce que je bois suffisamment d'eau? La déshydratation chronique est un autre problème fréquent et sous-estimé chez les personnes âgées. Après 70 ans, le mécanisme de la soif est moins fiable. On peut être significativement déshydraté sans ressentir soif intense. Et les conséquences de la déshydratation chronique incluent des troubles cognitifs, de la fatigue, une augmentation du risque de chute, une altération de la fonction rénale. Boire régulièrement, indépendamment de la soif, est un geste simple et essentiel. Quelque chose qui peut faire une différence réelle dans la clarté mentale et la vitalité quotidienne. Si ce contenu vous apporte quelque chose de concret et d'utile, n'hésitez pas à liker cet épisode. Cela m'aide à comprendre ce qui vous touche et à produire davantage de ce type de contenu. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un territoire que j'ai exploré longuement en tant que psychiatre et que je considère comme fondamental pour comprendre ce qui arrive au corps après 70 ans. Le lien entre les émotions et la physiologie. Nous savons depuis longtemps que le stress chronique a des effets biologiques mesurables. Le cortisol, l'hormone du stress en excès chronique, affecte le système immunitaire, perturbe le sommeil, accélère l'athérosclérose, affecte la mémoire. Ce que les recherches récentes en psychoneuroimmunologie ont montré, c'est que ces liens sont encore plus intimes que nous ne le pensions. Le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal communiquent en permanence dans les deux sens. L'état émotionnel influence la biologie. La biologie influence l'état émotionnel. Après 70 ans, cette conversation intérieure continue. Et elle prend une importance particulière, parce que les personnes âgées qui vivent dans des états émotionnels chroniquement négatifs, la peur, la colère, la tristesse, le restiment, présentent des profils biologiques différents de celles qui vivent dans des états émotionnels plus positifs. Il ne s'agit pas de nier les émotions difficiles ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. L'optimisme forcé est aussi nuisible que le pessimisme chronique. Il s'agit de cultiver ce que les psychologues positifs appellent la flourishing, l'épanouissement. Un état de bien-être qui n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les traverser sans en être submergé. Les pratiques de gratitude ont des effets biologiques mesurables. Tenir un journal de gratitude, 3 à 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour, modifie progressivement le biais attentionnel du cerveau.
Il commence à chercher le positif spontanément plutôt que de rester fixé sur le négatif. Et cette modification du biais attentionnel a des conséquences sur le cortisol, sur la qualité du sommeil, sur le fonctionnement immunitaire. Ce n'est pas du développement personnel naïf. C'est une pratique qui a des fondements neurobiologiques sérieux. La méditation, le mindfulness, a également des effets documentés chez les personnes âgées. Sur la douleur chronique, sur l'anxiété, sur la qualité du sommeil, sur certains marqueurs inflammatoires, et sur quelque chose de difficile à mesurer mais de profondément important, le sentiment de paix intérieure. Je ne dis pas que la méditation guérit les maladies. Je dis qu'elle peut modifier profondément la relation qu'on entretient avec sa maladie, avec son corps, avec sa vie. Une patiente de 77 ans, Marguerite, a commencé à méditer après une opération du cœur. Elle m'a dit que ce qui l'avait le plus surprise, c'est qu'elle ne méditait pas pour oublier sa maladie ou pour ne plus avoir peur. Elle méditait pour être avec ce qu'elle ressentait vraiment sans fuir. Et que cette présence, paradoxalement, avait diminué sa peur. Parce que la peur que nous fuyons grandit dans notre dos. La peur que nous regardons en face tend à se transformer. C'est une sagesse ancienne que les neurosciences commencent maintenant à documenter. Ce que nous acceptons de traverser, nous n'avons plus besoin de le fuir. Et cette libération de l'énergie dépensée à fuir est en elle-même une ressource biologique et psychologique considérable. Parlons maintenant de ce que j'appelle la créativité du vieillissement, parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui est trop rarement évoqué. Il existe dans l'histoire de l'art, de la littérature, de la philosophie, de la science un phénomène remarquable. Certains des œuvres les plus profondes, les plus matures, les plus courageuses ont été créées dans la vieillesse. Comme si la perspective de la finitude, l'accumulation de l'expérience, la libération des ambitions de jeunesse créaient les conditions d'une créativité particulière. Verdi a composé son Falstaff à 79 ans. Titien peignait dans la nonantaine. Simone de Beauvoir a écrit certains de ses textes les plus importants après 65 ans. Picasso créait jusqu'à la fin. Bien sûr, ce ne sont pas des exemples représentatifs au sens statistique, mais ils illustrent quelque chose de réel. La créativité humaine n'est pas liée à la jeunesse. Elle est liée à la curiosité, à la volonté d'explorer, à l'acceptation de la vulnérabilité que demande toute création. Et ces qualités-là, la curiosité, l'ouverture, le courage d'explorer, ne diminuent pas avec l'âge. Elles peuvent même augmenter quand le besoin d'approbation sociale s'estompe. Quand on crée pour la joie de créer plutôt que pour impressionner. J'encourage tous mes patients après 70 ans à avoir une pratique créative, peu importe laquelle. Peindre, écrire, jardiner, cuisiner, photographier, chanter, danser, bricoler. L'important n'est pas le niveau de maîtrise. L'important est l'engagement dans un processus créatif. La fierté d'avoir fait quelque chose qui n'existait pas avant qu'on le fasse. La créativité active les zones de récompense du cerveau. Elle stimule les connexions neuronales. Elle donne un sentiment de compétence et d'agentivité, ce sentiment qu'on est acteur de sa propre vie plutôt que spectateur passif. Et surtout, elle donne quelque chose à transmettre. Un témoignage de qui on était, de comment on voyait le monde. Un cadeau pour ceux qui viennent après. Un patient, Jean-François, 74 ans, a commencé à faire de la poterie après sa retraite forcée suite à une maladie. Il n'avait jamais touché de l'argile de sa vie. Il m'a dit, après quelques mois de pratique, « Quand je travaille l'argile, je ne pense plus à ma maladie. Je ne pense plus à ma mort. Je suis juste là, avec mes mains, avec la matière. Et c'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment vivant. Vraiment vivant. Voilà ce que peut donner la créativité, à n'importe quel âge.
Si ce contenu vous inspire, si vous souhaitez que nous continuions à explorer ensemble ces territoires du bien vieillir, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Approchons maintenant de la fin de notre voyage d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je veux aborder un dernier territoire, celui des liens intergénérationnels, parce que je crois qu'il est au cœur de ce que signifie vieillir avec dignité et joie. Après 70 ans, le rapport aux générations qui suivent prend une texture particulière. Les petits-enfants, les enfants adultes, les jeunes collègues dans des associations ou des bénévolats représentent un pont vers l'avenir qu'on ne verra peut-être pas entièrement. Et ce lien, quand il existe, quand il est nourri, est l'une des sources les plus puissantes de sens et de vitalité que je connaisse chez les personnes âgées. La grand-parentalité, quand elle est vécue librement et non comme une obligation de garde déguisée, est l'une des expériences les plus profondément satisfaisantes de la fin de vie, parce qu'elle permet d'aimer sans la charge anxieuse de la responsabilité parentale, d'être présent, disponible, patient avec une légèreté que l'âge donne et que les parents épuisés n'ont souvent pas. Les grands-parents qui jouent vraiment un rôle dans la vie de leurs petits-enfants, qui transmettent des histoires, des valeurs, des savoir-faire, exercent une influence profonde et durable qui dépasse leur propre durée de vie. Il y a quelque chose de biologiquement réconfortant dans cette idée, que nous ne disparaissons pas entièrement, que quelque chose de nous continue, non pas notre corps, mais notre façon de regarder le monde, nos valeurs, nos histoires, nos recettes de cuisine, nos petites blagues du dimanche soir. Cette continuité, cette permanence symbolique est l'un des antidotes les plus efficaces que je connaisse à l'angoisse existentielle du vieillissement. Et il y a quelque chose d'autre dans les liens intergénérationnels qui mérite d'être dit. Le contact avec les jeunes générations maintient le cerveau âgé en mouvement. Il expose à de nouvelles idées, à de nouveaux langages, à de nouvelles technologies. Il crée des occasions d'apprendre. Le cerveau qui apprend est le cerveau qui vieillit le mieux. Et les petits-enfants, les jeunes, sont d'admirables professeurs pour peu qu'on accepte d'être l'élève. J'ai une patiente, Thérèse, 78 ans, qui a appris à utiliser un smartphone à 75 ans grâce à sa petite fille. Elle m'a dit : « J'ai détesté les 3 premiers mois. Et maintenant, je parle à ma sœur au Canada tous les dimanches en vidéo. Et c'est ma petite fille qui m'a donné ça. Elle m'a donné ma sœur. Elle m'a donné ma sœur. » Cette phrase dit tout sur ce que les liens intergénérationnels peuvent être quand ils sont nourris avec amour et humilité. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce long voyage. Un voyage qui nous a menés du lit où le sommeil se reconfigure, au télomère qui porte les marques de notre façon de vivre, en passant par le cœur qui bat différemment, les muscles qui peuvent encore surprendre, le microbiome qui parle à notre humeur, et les liens humains qui soignent le corps autant que l'âme. Ce qui arrive au corps après 70 ans surprend même les médecins. Oui, Mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Ce qui surprend les médecins, ce n'est pas seulement la liste des transformations et des déclins, c'est la résistance, c'est la plasticité, c'est la capacité de ce corps humain à continuer d'évoluer, d'apprendre, de s'adapter bien au-delà de ce qu'on croyait possible. Ce qui surprend les médecins, c'est de voir une femme de 82 ans retrouver de la force musculaire en quelques mois d'exercice. Un homme de 78 ans améliorer ses marqueurs cardiovasculaires en changeant son alimentation. Une personne de 80 ans dont les télomères semblent plus jeunes que son âge biologique parce qu'elle a cultivé des relations profondes et une vie intérieure riche. Ce qui surprend les médecins, c'est cette réalité têtue et magnifique. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. Jamais trop tard pour changer ce qu'on mange.
Jamais trop tard pour soigner une relation abîmée. Jamais trop tard pour dire ce qu'on n'a pas encore dit. Jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Jamais trop tard pour apprendre. Le vieillissement n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui demande de la courage, de l'humilité, de la curiosité. Un voyage qui demande qu'on accepte de changer, de se laisser transformer, plutôt que de résister à ce qui est inévitable. Je ne vous dis pas que vieillir est facile. Ce serait vous mentir. Je vous dis que vieillir peut être profond, que la profondeur du vieillissement, si on accepte de s'y engager vraiment, peut être l'une des expériences les plus riches d'une vie humaine. Le philosophe Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration et qui en a tiré une philosophie du sens, a dit quelque chose que je porte en moi depuis longtemps. Il a dit que la liberté ultime de l'être humain est de choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance, que les circonstances peuvent être imposées, que l'attitude, elle, reste toujours notre choix. Après 70 ans, après 80 ans, après 90 ans, cette liberté-là, personne ne peut vous la prendre. Elle reste entière. La liberté de choisir comment vous regardez votre propre vie, comment vous habitez votre corps transformé, comment vous aimez les gens qui vous entourent, comment vous traversez la douleur, comment vous célébrez la joie, comment vous vous préparez à laisser la place. Ce sont des choix difficiles, des choix qui demandent du travail, de la pratique, de l'aide parfois, mais des choix qui restent les vôtres jusqu'au dernier moment. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que ce voyage m'a donné envie de vous transmettre. Prenez soin de votre corps, mais ne réduisez pas votre vie à votre corps. Prenez soin de votre esprit, mais ne laissez pas vos pensées vous gouverner. Prenez soin de vos relations, parce que ce sont elles, en fin de compte, qui donneront le plus de sens à votre temps. Et soyez doux avec vous-même, aussi doux que vous le seriez avec un ami cher qui traverserait ce que vous traversez. Cette douceur envers soi, cette bienveillance intérieure est peut-être la chose la plus difficile à apprendre et la plus puissante à pratiquer. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de m'avoir accordé ce temps, cette attention. Si ce contenu vous a été utile, si quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché ou vous a fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un parent, un ami, quelqu'un qui traverse ce passage de la vie et qui pourrait avoir besoin de se sentir moins seul avec tout cela. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode avec la même intention, vous accompagner avec douceur et vérité sur ce chemin d'être humain.